candidats à la présidence de la République. Je pense à M. Fillon, j'ai un petit peu étudié son programme sur l'école. Les socialistes, on le connaît déjà, le programme, puisqu'on est en train de le vivre. Mais j'ai étudié un petit peu le programme de M. Fillon. Donc, M. Fillon dit, comme à l'époque d'ailleurs où il a été très succinctement ministre, voilà, 2004-2005, ministre de l'Éducation nationale, il a toujours dit retour aux enseignements fondamentaux. Il l'a dit, il le redit. Sauf que c'est François Fillon qui a finalement mis en place dans les écoles ce que l'on appelle le socle commun de connaissances et de compétences. C'est-à-dire, au lieu que vous ayez un bulletin, comme je le disais tout à l'heure, trimestriel, où dans chaque discipline, votre enfant a telle note, eh bien, le socle commun de connaissances et de compétences, c'est justement cette multitude, ça s'appelle des compétences, que nous devons évaluer, que les enseignants doivent évaluer. Et ce socle commun de connaissances et de compétences, c'est M. Fillon qui l'a mis en place, et bien sûr qui n'est pas prêt à y renoncer. Voilà. Parce que, comme je vous dis, selon l'Europe, il faut des citoyens mobiles qui ont ce petit socle commun de compétences et de connaissances, et puis après, ils peuvent aller travailler partout dans le monde à très bon marché. Et puis, M. Fillon parle beaucoup d'autonomie des chefs d'établissement. Alors, comme ça peut faire rêver l'autonomie en se disant, ben voilà, ça y est, au moins le directeur d'école, le chef d'établissement, il va pouvoir un petit peu faire ce qu'il veut dans son école, mais ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'en fait, de plus en plus, le chef d'établissement sera, tributaire des collectivités qui vont lui dire, voilà, nous, on peut vous subventionner votre projet éducatif, donc si vous allez taper à la bonne porte de telle collectivité, et bien sûr que l'objectif d'une école, ce n'est pas de répondre à des projets éducatifs subventionnés par des collectivités, c'est une mission de service public. Et c'est donner à tous les enfants de France ce que nous avions pendant des années depuis les hussards noirs de la République, c'est-à-dire une formation et une éducation pour tous les enfants de France, une éducation et surtout une instruction digne de ce nom. Il parle aussi beaucoup de parcours individualisés. Or, nos enfants doivent au contraire apprendre ce que c'est que le mérite. Et en fait, c'est par le travail le travail d'élèves qu'ils feront, qu'ils auront des résultats scolaires, qu'ils seront des élèves méritants, qu'ils auront une évaluation et des résultats concrets et de bons résultats, et non pas par un parcours individualisé qui annihile aussi l'évaluation. Alors, comme je vous ai dit, les socialistes n'en parlent pas. Eux, c'est toujours... Alors, ils vous parlent toujours de moyens. Donc, les socialistes, c'est encore plus de maîtres que de classes. C'est-à-dire, vous avez des classes, mais il faudra plus de professeurs que de classes. Parce que là, pendant toute cette mandature, il nous a dit, François Hollande, que l'éducation nationale, ça allait être merveilleux parce qu'il allait créer 60 000 postes d'enseignants. Alors, premièrement, c'est pas vrai. Et deuxièmement, ce n'est pas le problème majeur. C'est pas le fait qu'il y ait une multitude de professeurs que vous allez avoir une école correcte. Le problème, c'est le problème essentiel de la dégradation du niveau scolaire parce que nous n'enseignons plus à l'école. Donc, c'est quand même ça le plus grave. Donc, je pense que j'ai fait le tour de l'essentiel, Alain. Voilà. Et d'autre part, je peux vous dire que nous avons beaucoup de raisons d'espérer parce que, comme je vous l'ai dit au début, le fait de m'être engagé au Front National, d'avoir rencontré Alain à vélo, qui parle très bien, et je me suis dit, bon, c'est pas moi qui suis découragée de l'école parce que je n'y comprendrai rien, c'est en rencontrant des enseignants patriotes qui avaient la même vision que moi de l'école par amour de leur métier, eh bien, ça m'a donné le courage de continuer dans mon métier, sachant aussi que Marine était absolument réceptive à nos propositions. Et je peux vous dire que finalement, j'exerce mon métier avec ces convictions-là, sans faire de politique à l'école, mais avec ces convictions-là, c'est-à-dire mettre vraiment l'amour de mon métier au service de ces élèves, et qu'ils soient, actuellement, j'ai effectivement beaucoup d'enfants issus de l'immigration, mais avec ces principes-là, avec les principes que nous allons mettre en œuvre, eh bien, vous pouvez vraiment les tirer vers le haut. Vous avez des résultats et
continue à me rendre heureuse et à me dire que c'est vraiment possible qu'au niveau de l'école, nous changions les choses très rapidement. Et c'est ce qui me donne énormément d'espoir. Donc je peux vous dire que les parents, les enfants et les professeurs adhéreront à nos propositions parce que c'est ce qui, enfin, pourra retirer de nouveau les élèves vers le haut. D'ailleurs, le mot élève, ça veut dire s'élever. Donc voilà, je vous remercie et vive l'école, vive Marine. Merci beaucoup Valérie pour cet exposé qui est à la fois réaliste et donc qui dit des choses qui sont effectivement extrêmement inquiétantes, mais en même temps qui contient en germe des raisons d'espérer. J'attire, je sais qu'il y a un échange, je pense que monsieur vous vouliez tout à l'heure intervenir, je pense qu'on peut effectivement faire passer le micro durant quelques minutes pour que vous puissiez éventuellement questionner Valérie Lopi. Je voudrais simplement apporter un complément. Je vous fais remarquer que parmi les candidats en lice pour l'élection présidentielle, nous avons pas moins de 4 anciens ministres de l'Éducation nationale. Enfin, 3, puisque l'un des 4 a déjà été mis hors jeu, c'est Vincent Peillon, il en reste 3, donc passons-les en revue. Nous avons Jean-Luc Mélenchon, tout d'abord, qui fut ministre de l'enseignement professionnel. Nous avons par ailleurs Benoît Hamon, qui fut l'éphémère deuxième ministre du gouvernement, c'était sous Héroux ou sous Valls, enfin, durant le quinquennat Hollande. Et puis nous avons François Fillon, Valérie l'a rappelé, 2004-2005. Ça peut paraître il y a longtemps, mais comme tu l'as effectivement très bien dit, le gouvernement, le ministère Fillon, ça a été l'application des directives européennes en matière éducative et scolaire. On parle beaucoup de notre souveraineté monétaire, de notre souveraineté sous différents angles, mais il y a aussi la souveraineté éducative. Il faut savoir qu'effectivement la situation que connaît notre école est la conséquence directe d'une perte de souveraineté au niveau de nos politiques scolaires et donc d'application de directives européennes qui sont aberrantes, scandaleuses, qui ont encore abaissé le niveau. Donc, effectivement, parmi nos candidats à la présidentielle, et pas les moindres, alors Fillon est en sursis, si on a bien compris, et pas les moindres, nous avons plusieurs ministres de l'Éducation nationale qui se partagent donc la responsabilité de la situation qui est celle de notre école aujourd'hui. Alors, ce que nous pensons tous, je vais peut-être l'exprimer, il est temps de passer un grand coup de balai. Pour notre part, nous avons travaillé avec Valérie, nous avons, je le répète, remis 100 propositions pour l'école et l'université de demain à Marine Le Pen. Nous avons organisé une convention qui a été unanimement saluée comme étant de très haut niveau. Le programme définitif sera présenté dans sa totalité, mais notamment la partie éducative, lors des assises présidentielles de Lyon. Et puis, on peut le dire, nous saurons faire, nous saurons effectivement redresser notre école et notre université. Et redresser notre école et notre université, c'est un impératif absolu parce que à l'école et à l'université se joue bien entendu l'avenir individuel des enfants et des jeunes, mais donc tout autant l'avenir collectif de la nation. Voilà. Donc je vous propose, le cas échéant, ceux qui veulent questionner Valérie Lopi, je vais me taire pour ma part, c'est elle l'invitée, sur son intervention, sur notre point, nous pouvons faire passer le micro. Je vais juste finir mon truc. Oui. Pour l'encourager. Je suis très content de vous voir parce que je vous ai entendu sur la RMC l'autre soir et je buvais vos paroles. Moi je travaille dans un collège. J'ai déjà des collègues moi, qui sont profs, qui ont déjà des enfants allophones ici sur Nantes, à Malakoff entre autres. Je ne le connaissais pas, allophone, et en fait ils ne parlent pas du tout français. Et que oui, la citoyenneté ne passera que par l'éducation nationale, et que si on n'a rien avant ça, on n'aura que des citoyens, excusez-moi du peu, de merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est que comme ça, et c'est que comme ça. Enfin, il faut bouger, quoi, il faut voter. Voilà, merci. Merci d'être là, bravo. J'avais une question à vous poser sur les prénoms que portent les enfants. Vous avez décrit la situation d'école de ZEP, telle que celle que vous dirigez, avec beaucoup d'enfants halogènes, beaucoup
de familles de ces enfants qui sont allogènes et allophones de culture étrangère. Et ces enfants, me semble-t-il, portent souvent des prénoms étrangers. Le prénom étant un marqueur culturel très puissant, le fait que beaucoup d'enfants au sein d'une même classe portent des prénoms étrangers, qu'ils soient africains ou qu'ils soient maghrébins, est un facteur de communautarisme. Et cela génère toutes sortes de tensions communautaires et de violences, surtout à l'encontre du pays d'accueil. Évidemment, on observe un phénomène de sécession culturelle. Donc ma question est la suivante. Pensez-vous que le fait que la loi française contraigne les parents, qu'ils soient français de souche ou français d'origine étrangère, à donner à leurs enfants des prénoms français, des prénoms du calendrier, serait de nature à favoriser la concorde au sein des classes? Alors, vous avez tout à fait raison, Ambroise, c'est ça? Ouais. C'est vrai que d'avoir dans une classe très peu de prénoms français, c'est un état de fait qui communautarise effectivement énormément la classe. Il ne me semble pas que ce soit possible de contraindre des familles à appeler leurs enfants par des prénoms, voilà, c'est quand même une liberté. Mais je pense que c'est déjà le fait que Marine déjà arrête l'immigration, d'autre part, faire respecter les règles de base. Et puis, encore une fois, moi, mes petits, j'ai des enfants donc de 10 ans, des CM2, ils adorent l'histoire de France. Donc ça veut dire que c'est, à un moment donné, l'adhésion à notre pays, au pays d'accueil, se fait, mais encore faut-il que ce soit nous qui voulions qu'ils adhèrent et qu'ils aiment notre pays. Mais aujourd'hui, les socialistes particulièrement, nous ont demandé de nous repentir. Donc comment voulez-vous faire adhérer des enfants ou même les adultes à notre pays? Parce qu'ils adhéreraient à quoi? Ils adhéreraient aux esclavagistes et aux colonialistes. Donc si nous n'avons pas un amour fort de notre pays, eh bien ils ne transformeront pas, enfin, ils continueront à choisir les prénoms de leur voilà. Et donc je pense que c'est par cette volonté à nous d'avoir cette volonté de l'amour de notre pays, de la fierté de notre pays, pour les faire adhérer, bien sûr, à nos règles déjà, voilà. Et je vous dis, les enfants, si la maîtresse a ce sentiment justement d'aimer son pays, mais les enfants y adhèrent très rapidement. C'est ça qui est formidable, justement. Moi, ils me font des drapeaux français sur leur cahier de dessin. Et donc, j'en suis ravie, bien sûr. Donc voilà. Donc je pense que là, pour le coup, ce n'est pas dans la contrainte, mais voilà, c'est dans notre volonté à nous. Et aujourd'hui, les élus, c'est ça qui est gravissime, les élus de l'exécutif, je parle, n'ont pas de volonté, ils se soumettent à la moindre... Voilà, ils se soumettent, donc forcément, c'est pas les familles, j'allais dire, qui, elles, vont donner l'exemple. Voilà. Alors, nous avons une question d'Agnès. Quel contenu mettriez-vous dans les cours de morale? Déjà, vous, quel sujet vous abordez dans votre école, et puis qu'est-ce qu'a prévu Marine sur ce sujet? Alors, en fait, la morale, vous savez, donc là, justement, pareil, même le mot morale, c'est tabou, hein, vous savez. Hein, et donc, on a quand même réussi à l'employer. Parce que Najat Vallaud-Belkacem a fait EMC, ça veut dire éducation morale et civique. Mais je le rappelle encore, dans une conférence pédagogique, le fait qu'il y ait le mot morale, ça suscitait énormément de réactions en disant oh là là, c'est la morale, on revient à l'ordre moral, enfin bref. Et alors, tout simplement, moi, les petits, la morale, c'est quoi? C'est la politesse. Ils sont finalement demandeurs de ça. Ils aimeraient, eux, apprendre comment bien se tenir, parce qu'on ne leur enseigne pas. Donc la politesse, c'est le code de base. Hein, c'est le code de base. C'est la politesse, c'est justement l'amour de sa patrie. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire le 11 novembre? Pourquoi on va au monument aux morts? Ça veut dire, même sur le tel, je leur explique ce que c'est que la médisance.
En fait, c'est de souche au départ, de souche chrétienne, hein, bien sûr, parce qu'en fait même, j'allais dire, la morale républicaine, elle vient de nos racines chrétiennes. Et en fait, pendant de très longues années, même l'école de Jules Ferry, elle était imprégnée, qu'il le veuille ou non, j'allais dire, elle était quand même imprégnée de notre morale chrétienne, parce que j'allais dire, il n'y en a pas 36 000, quoi. Hein. Donc voilà. Donc, mais c'est pareil, les enfants, ils adorent. Enfin, moi, j'adore aussi ce moment où je partage avec eux la petite histoire. Et en plus, c'est souvent des très beaux textes littéraires. Et puis après, eh bien, on écrit cette phrase de morale. Donc, je vous dis, voilà, très simplement, les rudiments de notre morale qui est issue finalement de notre histoire chrétienne. Voilà. J'aurais voulu connaître exactement votre position concernant la place de l'anglais en fait à l'école primaire, quand on sait en fait que bon, les langues étrangères c'est très important pour les notions. Eh bien, écoutez, moi en fait, je vois pour ma fille, je souhaitais effectivement qu'elle apprenne le plus tôt possible l'anglais, parce que c'est vrai que les enfants, on le sait, hein, ils ont une capacité d'apprendre, et puis surtout au niveau des langues, quand ils sont petits. Le problème aujourd'hui, c'est que on nous demande à nous, qui ne sommes pas forcément compétents en langue, en anglais, d'apprendre aux enfants cette langue. Moi, je pense qu'il faut l'enseigner effectivement dès le plus jeune âge, mais j'allais dire en plus de ce que nous avons déjà à faire à l'école. Parce que je pense qu'on a besoin vraiment de toutes nos heures de classe telles qu'elles sont aujourd'hui, et pour certainement le mettre dans le créneau qui, je ne sais pas si vous le savez, nous n'avons plus que 24 heures pour l'ensemble de la classe. Et il y a 2 heures consacrées au soutien. Ça, c'était le ministre sous Nicolas Sarkozy, qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, il était pas mal. Darcos. Voilà, Darcos, qui nous a enlevé de façon hebdomadaire ces 2 heures pour l'ensemble de la classe, pour le mettre pour du soutien aux élèves. Mais en 2 heures, et en plus de ça, c'est semé sur tous les jours de la semaine. Ça n'a aucun sens. Et les enfants qui justement sont en difficulté, c'est parce que, comme je vous ai dit, c'est les allophones. Hein, donc ça n'a aucun impact. Et moi, je serais d'avis de remettre ces 2 heures pour justement la langue anglaise, mais avec des professeurs qui connaissent, qui sont de vrais professeurs d'anglais. Parce que c'est pas le professeur des écoles qui ne connaît pas particulièrement l'enseignement de cette langue qui peut le faire. Mais je suis favorable, et Marine aussi est favorable à ce que nous enseignions l'anglais dès le plus jeune âge, parce qu'on sait que c'est dans cette tranche d'âge que ça se fait. Mais en plus du socle, j'allais dire pas du socle parce que je ne peux plus supporter ce mot, mais enfin des enseignements fondamentaux, surtout de la langue française, de l'histoire et du calcul. Voilà, lire, écrire, compter, ça doit être essentiel et avec énormément d'heures, enfin les 24 heures, et puis l'anglais en plus. Voilà. Bonjour, est-ce que vous avez des éléments de comparaison, entre l'école publique et privée? Est-ce que le niveau d'exigence est plus élevé en privé qu'au public? Alors, aujourd'hui, moi j'avoue que l'école publique, et notamment dans le sud de la France, quand on habite dans des villes où moi à Tarascon, il n'y a que des écoles en ZEP. Hein. Donc vous avez des enfants, et vous vous dites, oui, moi j'aimerais bien qu'ils puissent avoir mais vous n'allez pas sacrifier votre enfant à l'école publique en disant, moi je crois à l'école publique. Bon. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'écoles privées hors contrat qui se développent, et puis il y a des écoles privées sous contrat. Eh bien, il faut savoir aujourd'hui que l'école privée sous contrat, en tout cas dans mon secteur, les professeurs sont parfois plus idéologisés et sont encore plus, j'allais dire, laxistes. Alors évidemment, ils ont un public un petit peu plus sélectionné, mais l'enseignement, je trouve, parce que ma fille, du coup, j'ai été obligée de la mettre. Alors, quand elle était à l'école primaire, elle était avec moi, j'avais confiance dans mes collègues, donc même si c'était un petit peu la zone, eh bien, j'allais dire, c'était correct.
Mais au collège, je me suis dit non, je ne vais pas l'envoyer dans le collège ZEP. Donc, le collège privé sous contrat, j'ai trouvé que l'enseignement était finalement totalement mauvais, enfin totalement mauvais, n'était pas bon parce que justement, il n'y avait pas cette rigueur pour l'enseignement du français, cette rigueur pour l'enseignement de l'histoire-géo. Et je trouve que le privé sous contrat, parfois les professeurs qui ont subi le même enseignement, la même formation de professorat des écoles, eh bien, n'est pas, à mon avis, de grand secours. En revanche, aujourd'hui, effectivement, il y a des écoles hors contrat, mais bon, effectivement, ça demande un gros investissement de la part des parents. Il y a des écoles hors contrat aujourd'hui qui, effectivement, font du bon travail. Mais l'objectif d'une candidate à la présidence de la République, c'est de faire en sorte que l'école de la République française soit la meilleure pour tous. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a tant d'écoles hors contrat, c'est par défaut. Et bien sûr, nous devons tendre pour que l'école soit la meilleure pour tout le monde. Et c'est possible, elle a été regardée par le monde entier pendant des années. Certainement, donc c'était à l'époque du serment de la République, moi c'est un petit peu mon modèle. Eh bien, donc c'est possible, Donc voilà, c'est la réponse que je vous ferai sur les écoles privées aujourd'hui. Voilà.